La seconde critique, c'est effectivement l'antiparlementarisme. Ça va être vraiment la cristallisation, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui existe assez largement finalement. Cette idée que les députés ne penseraient qu'à eux, seraient corrompus et n'auraient pas à cœur l'intérêt général. Et c'est encore plus fort dans ce type de régime, puisque nous, quelque part, nous avons un régime qui est à la fois parlementaire, mais aussi présidentiel. C'est effectivement la caractéristique du système français. Ce qui fait que les critiques peuvent se porter contre notre président de la République. Là, effectivement, à cette époque-là, on a un régime qui est vraiment parlementaire. C'est l'Assemblée nationale, le Sénat, mais surtout l'Assemblée, qui ont effectivement le pouvoir réel. Et c'est eux qui cristallisent les critiques avec le président du Conseil. Le président de la République, c'est une sorte de garant républicain. Le système est assez semblable à celui qu'à l'Allemagne aujourd'hui, finalement. Alors, l'antiparlementarisme, c'est donc cette idée de critique continuelle contre le Parlement. Elle va être relativement forte dès le début et va durer finalement jusqu'à une époque très très récente, comme je le disais, ça existe encore. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très 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 répandu pendant toute l'histoire de la Troisième et de la Quatrième République finalement. Donc là, vous avez une finalement donc d'un journal qui s'appelle La Bombe, qui montre la prise de la Bastille parlementaire, donc le Parlement, par un militaire. Ce militaire, c'est le général Boulanger. Alors, en 1887-1889, on est dans une crise économique et sociale. On en avait un petit peu parlé déjà. Le général Boulanger, il va finalement réussir à unir quasiment toutes les oppositions anti-parlementaires. Ironie de l'extrême gauche, ironie des légitimistes, des bonapartistes, des orléanistes, et passant par la droite conservatrice simple. Et ils fondent une sorte de parti de mécontents qui rassemble un peu tout. Et finalement, ils exigent surtout la dissolution de la Chambre des députés et la révision de la Constitution. Finalement, les républicains font bloc, ils l'emportent aux élections législatives en 1889. Boulanger est contraint à l'exil puisqu'il est quand même extrêmement partisan d'un coup d'État. Il aura d'ailleurs une mort assez romantique puisqu'il finira par se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Par contre, pendant toute l'histoire de la Troisième République, on a évidemment des critiques continuelles, y compris parfois justifiées. On a des scandales politico-financiers, comme par exemple le scandale de Panama en 1892, ce que vous savez symboliser par cette une avec l'oncle veau d'or. Ça, c'est l'histoire de la Bible, comme quoi les Hébreux auraient abandonné Dieu pour vénérer un veau d'or. Là, ici, l'idée, c'est que les parlementaires abandonnent la France et l'idéal républicain pour adorer l'argent. Le scandale de Panama, effectivement, c'est en fait des députés qui sont corrompus et qui ont soutenu finalement une compagnie chargée de réaliser le canal de Panama. Donc, évidemment, ces accusations elles peuvent être justifiées, mais comme aujourd'hui, elles ne concernent pas la totalité du personnel politique. Donc ça, c'est relativement important, cette critique anti-parlementaire qui est assez forte, qui existe, et comme je disais, elle existe encore. C'est relativement intéressant de le souligner. Quelque part, cette union finalement des mécontents, on l'a eu un petit peu l'année dernière avec les Gilets jaunes et avec des accusations qui parfois n'étaient pas complètement ubuesques. Une dernière opposition qui peut sembler plus surprenante, mais qui a directement ses origines de la répression de la Commune, dont on avait parlé la dernière fois, c'est une opposition qui vient d'extrême gauche. C'est que déjà, on a quand même finalement donc des syndicats révolutionnaires qui finalement pensent que la République, c'est une République bourgeoise qui favorise le pouvoir des plus riches, des mieux nés, et qui ne favorise pas les travailleurs. Ce qui colle d'ailleurs finalement avec certains mouvements. On avait vu la répression de la fusillade de Fourmi à travers certains débats qu'avaient fait livrer certains de vos camarades. C'est qu'effectivement, on a une république qui au début n'est pas très très favorable aux ouvriers, aux travailleurs, et qui se méfie, comme de la peste, des révolutionnaires. Ça aussi, c'est l'héritage de la Commune et de sa répression. Donc effectivement, on a des gens d'extrême gauche qui sont peu favorables à la République. Et notamment, ça c'est un courant qui n'est pas français, c'est un courant qui est international, c'est le cas du mouvement anarchiste.
c'est qu'on va avoir une série d'attentats anarchistes extrêmement violents finalement par rapport à nos critères, puisque dans toute l'Europe, dans le monde entier, puisqu'on a finalement de nombreux attentats qui sont commis partout, on a donc des anarchistes. Les anarchistes, je vous rappelle, c'est ceux qui croient effectivement à l'absence d'organisation étatique, qui pensent qu'effectivement il faut donc détruire le monde ancien pour bâtir un plus juste. Et donc à l'époque, on a des anarchistes qui commettent des attentats un peu partout. Notamment donc en 1893, on a un attentat à la Chambre des députés. Et en 1894, on a même le président de la République, Sadi Carnot, qui est assassiné. Ça colle avec des campagnes finalement qu'on a un peu partout en Europe. Comme je le disais, on a un tsar russe, une princesse autrichienne, celle qu'on appelle familièrement Sissi, et un président des États-Unis, qui seront tués par des militants anarchistes. Quelque part, ces mouvements-là, ils vont peu à peu finalement s'étouffer, en particulier en France. D'abord parce qu'il y a une répression qui est inévitablement extrêmement sévère. Vous imaginez bien l'idée, si on a des terroristes qui tuent le président de la République, ça pourrait éventuellement soulever finalement quelques contestations. Et on a surtout finalement une République qui peu à peu, à force de lois sociales, finit par un peu apaiser les débats et par couper finalement les anti-républicains d'extrême gauche de ces raisons de se battre finalement qui font que peu à peu la majorité des gens d'extrême gauche ont tendance à se rallier à la République de manière plus ou moins contrainte. Donc voilà, on a fait un peu le tableau finalement de tous ces opposants à la République et de la façon dont notamment dans ces 10 premières années et comment la République a réussi à survivre à tout ça. Donc la prochaine fois, on verra finalement que cette République, elle va peu à peu s'affirmer, se confirmer à travers une série d'actions qui vont mener à la constitution d'une nation beaucoup plus unie et donc beaucoup plus favorable à un fonctionnement sain. Merci encore de m'avoir écouté et n'hésitez pas à réagir, à poser des questions dans les commentaires. Merci.